Le mal de tête avait commencé 6 mois avant Noël, une douleur aveuglante qui donnait l'impression que mon crâne était écrasé de l'intérieur. Je m'effondrais au milieu d'une phrase, vomissant à cause de l'intensité, incapable de voir clair pendant des heures. Ensuite, des céphalées de stress, avait dit mon père d'un ton dédaigneux. Le docteur Robert Hayes, médecin de famille avec son propre cabinet, trop occupé à être l'autorité médicale de la famille pour m'examiner réellement. Papa, je perds la vue de l'œil gauche. La douleur empire. Tu as 27 ans, Natalie. Prends de l'excédrin et arrête de te plaindre. Il n'avait pas levé les yeux de sa tablette, en train de consulter des dossiers de patients pour son cabinet. Ma belle-mère, Diane, avait approuvé immédiatement. Ton père est médecin, ma chérie. Il dit que c'est du stress. C'est du stress. Tu as toujours été anxieuse? Ma demi-sœur, Amber, avait levé les yeux au ciel depuis l'autre côté du salon. Nat a toujours une crise de santé dramatique quand on planifie quelque chose d'amusant. Tu te souviens de ses problèmes d'estomac pendant ma remise de diplôme? J'étais aux urgences cette nuit-là. Bien sûr que tu y étais, avait dit Amber en retournant à son téléphone. Après m'être effondrée au travail pour la 3e fois, mon patron m'avait conduite aux urgences. L'IRM avait révélé ce que la douleur hurlait. Une tumeur cérébrale massive pressant contre mon nerf optique et mon tronc cérébral. Mortel. Nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Le docteur Elizabeth Morrison, chef de la neurochirurgie au St. Andrews Medical Center, m'avait montré le scan avec une grave préoccupation. Natalie, c'est un important neurinome acoustique. Il comprime des structures critiques. Nous devons opérer dans la semaine de Noël. Malheureusement, ça ne peut pas attendre. Mon père est médecin. Il a dit que c'était juste du stress. L'expression du docteur Morrison s'était modifiée. Ton père est le docteur Robert Hayes. Il a un cabinet de médecine familiale en centre-ville. Je vois. Elle avait pris une note prudente. A-t-il vu tes symptômes? À plusieurs reprises. Les maux de tête, la perte de vision, les problèmes d'équilibre. Il a dit que j'étais dramatique. Quelque chose avait traversé son visage. Une indignation professionnelle à peine contenue. Natalie, cette tumeur est assez grande pour être fatale si elle se rompt ou continue de grossir. Tout médecin voyant ces symptômes aurait dû prescrire un examen d'imagerie immédiatement. Il a dit que je gaspillais des ressources de santé. Tu as besoin d'une chirurgie cérébrale? Une chirurgie cérébrale d'urgence programmée pour le 23 décembre. La voix du docteur Morrison était ferme. Tu auras besoin du soutien de ta famille pendant la convalescence. J'avais pensé à la fête de Noël de ma famille, l'événement annuel que mon père organisait pour les parents et les collègues, la fête qui était toujours plus importante que tout le reste. Je me débrouillerai, avais-je dit doucement. Annoncer la chirurgie à ma famille s'était passé exactement comme prévu. Le 23 décembre, avait répété mon père, la voix tranchante. C'est 2 jours avant Noël. Notre fête est ce soir-là. Tout le monde s'attend à ce que tu aides à recevoir. Paper, c'est une chirurgie cérébrale. Le docteur Morrison a dit que c'était mortel. J'ai cherché des informations sur les neurinomes acoustiques. Ce sont des tumeurs à croissance lente, bénignes. La chirurgie peut attendre après les fêtes. Le docteur Morrison a dit que ça ne pouvait pas attendre. Je suis médecin. Natalie, je pense que je peux évaluer l'urgence médicale mieux que quelques chirurgiennes qui essaient de remplir son emploi du temps avant la date limite des primes de fin d'année. Diane avait hoché la tête en soutien. La fête est déjà planifiée. Nous avons envoyé les invitations. Les collègues de ton père viennent. Ne peux-tu pas la reporter en janvier? La tumeur presse sur mon tronc cérébral. Arrête d'être dramatique, avait interrompu Amber. Mon Dieu, Nat. Tu as toujours besoin de tout ramener à toi. C'est Noël. Peux-tu ne pas le gâcher pour une fois? Mon père s'était levé. Le ton définitif. Nous en discuterons après Noël. Tu n'auras pas de chirurgie pendant le week-end de notre fête? C'est définitif. J'ai 27 ans. Je n'ai pas besoin de ta permission. Tu as besoin qu'on t'emmène à l'hôpital? Tu as besoin de soins post-opératoires? Tu as besoin du soutien familial? Il m'avait regardé froidement. Refuse d'attendre et tu n'auras rien de tout ça. C'est ton choix. J'avais appelé le docteur Morrison de mon appartement ce soir-là. Il refuse de soutenir la chirurgie, lui avais-je dit d'une voix tremblante et... Mon père dit que ça peut attendre jusqu'en janvier. Ça ne peut pas attendre.
La tumeur pourrait causer un AVC ou une hernie cérébrale fatale. Le docteur Morrison avait marqué une pause. Natalie. Ton père est un médecin agréé. Son refus de reconnaître une urgence neurologique claire constitue une négligence médicale, mais plus préoccupant, s'il est si dédaigneux des symptômes évidents chez sa propre fille. Comment traite-t-il ses patients? Je ne comprends pas. Je suis chef de la neurochirurgie et chef de la médecine au St. Andrews. Je siège aussi au Conseil de l'Ordre des médecins de l'État. Sa voix était mesurée avec soin. Le cabinet de ton père a eu 3 plaintes pour faute professionnelle ces 2 dernières années. Toutes de patientes affirmant qu'il avait écarté leurs symptômes comme de l'anxiété ou une recherche d'attention. Ton cas pourrait établir un schéma. Mon estomac s'était noué. Que dites-vous? Que si tu es prête à documenter ce qui se passe. Le rejet par ton père de symptômes mortels. Ça demande que tu retardes la chirurgie. Je peux m'assurer que l'Ordre des médecins examine son aptitude à exercer. J'avais pensé à la fête, aux parents qui croiraient tout ce que mon père leur dirait, à la famille qui m'avait abandonnée à souffrir seule. Que dois-je faire? Viens pour la chirurgie. Laisse-moi te sauver la vie. Le reste suivra. Le 23 décembre était arrivé. Ma meilleure amie Kayla m'avait conduite à l'hôpital à 5 heures du matin. Les textos de ma famille ce matin-là parlaient tous des préparatifs de la fête. Pas un seul ne demandait des nouvelles de ma chirurgie. La salle de pré-op était glaciale. Les infirmières m'avaient préparé, avaient rasé une partie de ma tête, marqué le site d'incision. Le docteur Morrison était passé avec son équipe chirurgicale. La famille n'est pas là, avait-elle demandé doucement, bien qu'elle connût clairement la réponse. Ils ont une fête à préparer. Sa mâchoire s'était serrée. Natalie, je veux que tu saches que ce que fait ta famille est inconcevable. Mais tu n'es pas seule. Toute mon équipe est là pour toi. L'anesthésiste avait commencé la sédation. La dernière chose que j'avais entendue était le docteur Morrison disant « Nous t'avons... Tu vas t'en sortir ?» 8 heures plus tard, je m'étais réveillée en soins intensifs avec la tête bandée et une douleur écrasante. J'étais en vie. La tumeur avait disparu. Kayla était là, pleurant de soulagement. « Tu as réussi ?» Le docteur Morrison a dit que la chirurgie était incroyablement complexe. Mais ils ont tout enlevé. Au revoir la famille. L'expression de Kayla s'était assombrie. Ton père a posté des photos sur Facebook des préparatifs de la fête. La légende dit « Préparation pour la meilleure célébration de Noël avec la famille qui compte ». J'étais en soins intensifs en train de me remettre d'une chirurgie cérébrale d'urgence, seule. Le soir de Noël, j'étais assez stable pour être transférée dans une chambre ordinaire. J'entendais de la musique et des rires quelque part dans l'hôpital. La fête de Noël du personnel dans le centre d'événements 2 étages plus bas. La fête annuelle de mon père serait en pleine effervescence chez eux de l'autre côté de la ville. Les parents buvant du champagne. Les collègues en train de réseauter. Tout le monde en train de célébrer pendant que je gisais dans un lit d'hôpital avec un trou dans le crâne. Mon téléphone avait vibré avec un texto d'Amber. La fête est géniale. Dommage que tu la manques. Papa a dit à tout le monde que tu avais une procédure mineure et que tu allais parfaitement bien. J'avais fixé le message, sentant quelque chose changer en moi. Plus de colère, juste une clarté froide. La porte de ma chambre d'hôpital s'était ouverte. Le docteur Morrison était entré, mais elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait un homme en costume coûteux et une femme portant une tablette. Natalie. Voici David Sheen, conseiller juridique de l'hôpital, et le docteur Patricia Williams de l'Ordre des médecins de l'État. La voix du docteur Morrison était professionnellement neutre. Ils aimeraient te parler de la réaction de ton père à ton diagnostic. Si tu te sens d'attaque, je leur avais tout raconté. Les 6 mois de symptômes écartés. Le refus de mon père de prescrire un examen d'imagerie malgré des signes neurologiques évidents. Sa demande que je retarde une chirurgie mortelle pour une fête de Noël. Sa menace de retirer tout soutien si je ne me pliais pas. Le docteur Williams avait enregistré chaque mot, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque instant. « Ton père a dit aux parents que tu avais une procédure mineure », avait-elle demandé. Il a texté à ma tante en disant que j'avais une chose de routine en ambulatoire et que je serais à la fête plus tard. « Tu as eu une craniotomie de 8 heures pour enlever une tumeur cérébrale mortelle », avait dit le docteur Williams d'un ton neutre. Ce n'est pas de routine. Ce n'est pas en ambulatoire. C'est une neurochirurgie d'urgence.
Il a dit que le docteur Morrison exagérait pour remplir son calendrier chirurgical. Le docteur Morrison est chef de la médecine et l'une des neurochirurgiennes les plus respectées de l'État, avait interrompu David Sheen. L'accusé de chirurgie inutile est une diffamation professionnelle grave. Le docteur Morrison avait affiché quelque chose sur sa tablette. Je dois te montrer quelque chose. Natalie, la fête de Noël de ton père. Elle est chez ta famille? Oui. Pourquoi? Parce que le St. Andrew's Hospital organise notre célébration annuelle de Noël pour le personnel ce soir. Au même moment, elle avait tourné la tablette vers moi. Ton père a invité plusieurs de ses collègues médicaux à sa fête, y compris le docteur James Peterson qui présente un prix à notre événement hospitalier en ce moment. Ma confusion avait dû se voir. Le docteur Peterson est un vieil ami de faculté de médecine de ton père, avait continué le docteur Morrison. Il raconte aux gens à notre fête l'histoire de la fille de Robert Hayes, qui fait des histoires à propos de maux de tête pour éviter les obligations familiales. Il répète la version des événements de ton père selon laquelle tu recherches l'attention et est dramatique. Le docteur Williams s'était penché en avant. Natalie, ce que le docteur Peterson ne sait pas, c'est que le docteur Morrison a réalisé une chirurgie cérébrale d'urgence sur toi aujourd'hui. Consens-tu à ce que nous corrigions cette désinformation publiquement? La compréhension s'était faite jour. Vous voulez leur dire la vérité à la fête de l'hôpital? Nous voulons exposer une négligence médicale qui pourrait affecter les patients de ton père, avait corrigé le docteur Williams. Ton cas nous donne des motifs pour enquêter, mais tu dois consentir. J'avais pensé à la fête de mon père, aux mensonges qu'il avait dit, aux parents qui croyaient que j'étais dramatique, à la famille qui m'avait abandonnée à souffrir seule. Faites-le, avais-je dit, dites-leur tout. Ce qui s'était passé à la fête de Noël de l'hôpital était devenu une légende dans la communauté médicale locale. Le docteur Morrison était entré dans le centre d'événements à 21h, encore en tenue chirurgicale. Elle s'était approchée du microphone pendant la cérémonie de remise de prix, interrompant le docteur Peterson au milieu de son discours sur le déclin de l'éthique de travail chez les jeunes. Je m'excuse pour l'interruption. Sa voix portait clairement dans la salle. Je suis le docteur Elizabeth Morrison, chef de la médecine. Je dois aborder une désinformation dangereuse qui est répandue à cet événement. La salle s'était tue. Le docteur James Peterson raconte aux collègues l'histoire d'une jeune femme qui simule des maux de tête pour attirer l'attention et refuse d'assister au Noël familial parce qu'elle est dramatique. Cette femme est Natalie Hayes. J'ai réalisé une craniotomie d'urgence de 8 heures sur elle, ce matin. Le visage du docteur Peterson avait blanchi. Natalie avait un important neurinome acoustique comprimant son tronc cérébral et son nerf optique. Sans chirurgie, elle serait morte, probablement dans les semaines suivantes. Ce n'était pas électif. Ce n'était pas dramatique. C'était une neurochirurgie d'urgence salvatrice. Des murmures avaient parcouru la foule. Le père de Natalie, le docteur Robert Hayes, est un médecin de famille agréé. Il a vu ses symptômes pendant 6 mois, des maux de tête sévères, une perte de vision, des problèmes d'équilibre, et lui a dit qu'elle était dramatique. Il a refusé de prescrire un examen d'imagerie. Quand j'ai diagnostiqué la tumeur cérébrale et programmé une chirurgie d'urgence, il a exigé qu'elle la retarde jusqu'après sa fête de Noël. La salle avait éclaté en murmures choqués. Le docteur Hayes a dit à sa famille et à ses collègues, y compris le docteur Peterson, que sa fille recherchait l'attention et avait une procédure mineure en ambulatoire. Il organise actuellement une fête de Noël pendant que sa fille se remet seule d'une chirurgie cérébrale d'urgence dans cet hôpital. La voix du docteur Morrison était glaciale. C'est une négligence médicale, mais plus critique. Le docteur Hayes a 3 plaintes pour faute professionnelle en cours de patiente, affirmant qu'il a écarté leurs symptômes, comme de l'anxiété. Le cas de Natalie établit un schéma clair. Le docteur Peterson s'était levé brusquement. « Elizabeth, je n'avais aucune idée. Tu as répété ces mensonges sans question. Tu as publiquement diffamé une patiente en chirurgie cérébrale comme dramatique. » Le docteur Morrison l'avait regardé directement. « L'ordre des médecins examinera ton rôle dans la diffusion de cette désinformation aussi. » Le docteur Williams s'était avancé. « Je suis le docteur Patricia Williams de l'Ordre des médecins de l'État. » À effet immédiat, le docteur Robert Hayes fait l'objet d'une enquête pour négligence médicale, mise en danger de patients et manquement aux standards de soins.
Sa licence médicale est suspendue en attendant l'examen. La fête s'était complètement tue. Cette enquête a commencé ce soir parce que le docteur Morrison a signalé le cas de Nathalie. Le docteur Williams avait continué, mais nous avons depuis découvert des plaintes supplémentaires. Le docteur Hayes a un schéma documenté d'écarter les symptômes de patientes, particulièrement neurologiques et liés à la douleur. 3 femmes ont souffert de diagnostics retardés parce qu'il leur a dit qu'elles étaient anxieuses ou exagéraient. Elle avait levé sa tablette. L'une de ces femmes est morte d'un anévrisme cérébral non diagnostiqué 6 mois après que le docteur Hayes lui a dit que ses maux de tête sévères étaient dus au stress et a refusé un examen d'imagerie. Une autre a développé un handicap permanent d'une affection auto-immune non traitée qu'il a écarté comme une recherche d'attention. La 3e a nécessité une chirurgie d'urgence pour une appendicite après qu'il lui a dit que sa douleur abdominale était des crampes menstruelles. La salle était d'un silence de mort. Nathalie Hayes a failli devenir la 4e tragédie évitable, avait dit le docteur Williams. Son cas brise le schéma. La réunion de l'ordre commence à minuit pour examiner la licence du docteur Hayes. Son cabinet sera audité. Chaque plainte de patient sera réexaminée. Le docteur Morrison avait regardé les médecins assemblés. Nous protégeons les patients, même contre des collègues, même pendant Noël. La négligence médicale ne prend pas de vacances. Mon téléphone avait commencé à sonner à 21h47. D'abord mon père, puis Diane, puis Amber, puis des parents que je n'avais pas entendus depuis des années. Kayla avait fait défiler son téléphone. C'est partout, avait-elle dit. Quelqu'un a diffusé en direct le discours du docteur Morrison. Le hashtag de l'hôpital est en tendance. Les titres s'étaient répandus rapidement. Un médecin local sous enquête après la chirurgie cérébrale d'urgence de sa fille. Une fête de Noël interrompue par des allégations de négligence médicale. La messagerie vocale de mon père était pleine de rage. Espèce de petite vindicative. Ma carrière est détruite. Noël est ruiné. Diane avait texté. Tu as humilié cette famille. Amber avait ajouté « Papa pleure. Tu as tout ruiné à cause de quelques maux de tête. » Je les avais tous bloqués. Le docteur Morrison était passé pendant ces rondes. Comment te sens-tu? Comme si les mensonges de ma famille les avaient enfin rattrapés. Elle avait souri légèrement. C'est une réponse saine. Elle avait vérifié mes constantes. L'ordre a agi vite. Le cabinet de ton père est fermé. Ses patients sont réaffectés. L'enquête a trouvé des problèmes majeurs dans son travail. Perdra-t-il sa licence? Probablement. Les preuves sont solides. Elle m'avait regardé avec bienveillance. Tu as sauvé des vies ce soir, Nathalie. Partager ton histoire a exposé un médecin dangereux. D'autres patients ne souffriront pas comme toi. Cette nuit-là, l'ordre des médecins s'était réuni jusqu'à 3 heures du matin le jour de Noël. La licence médicale du docteur Robert Hayes avait été suspendue, son cabinet fermé. 2 autres patients s'étaient manifestés après avoir vu les nouvelles. J'avais passé le jour de Noël à l'hôpital. Kayla m'avait apporté de la nourriture. Les infirmières avaient décoré ma chambre. Le docteur Morrison avait apporté du café et de la chaleur. Mon téléphone était resté silencieux. Pas d'appel, pas d'excuses. Juste un texto d'un cousin. Tu as détruit la carrière de ton père. Toute la famille a honte. J'espère que ça en valait la peine. Je l'avais supprimé. 3 jours plus tard, le docteur Morrison m'avait autorisé à sortir. Tu guéris bien, avait-elle dit. La chirurgie a été un succès. Ton avenir semble radieux. Merci, avais-je dit doucement, de m'avoir cru. C'est ce que font les vrais médecins. Avait-elle répondu. Nous nous battons pour nos patients, même contre nos propres collègues. L'enquête avait pris 4 mois. L'ordre avait découvert 8 ans de négligence. Mon père avait ignoré les symptômes des femmes, refusé des tests et les avait accusées de rechercher l'attention. 11 femmes s'étaient manifestées. Sa licence avait été révoquée définitivement. Sa réputation avait disparu. La famille d'une femme morte d'un mauvais diagnostic l'avait poursuivie en justice. Le règlement l'avait ruinée. Amber avait envoyé un dernier message. « Papa a tout perdu à cause de toi. Je pouvais vivre avec ça parce que j'étais en vie. La tumeur avait disparu. Ma vue était meilleure. J'avais un nouveau travail. Un nouveau foyer et des gens qui se souciaient de moi. 6 mois plus tard, le docteur Morrison m'avait invité à parler à une conférence sur l'éthique médicale. Ton cas a changé la façon dont les hôpitaux gèrent les plaintes, avait-elle dit. Tu as fait une vraie différence.
Sur scène, j'avais raconté mon histoire. Mon père était médecin. Il a ignoré ma tumeur cérébrale parce que c'était inconvenant pour sa fête de Noël. Ce n'est pas juste une négligence familiale, c'est un danger public. Le public avait donné une ovation debout. Ensuite, une jeune femme m'avait approchée, en pleurs. Mon père est médecin aussi. Il dit que ma douleur est dans ma tête. Mais maintenant, je sais que je peux trouver quelqu'un qui me croit. Fais-le, lui avais-je dit. Ta santé compte plus que son orgueil. 1 an plus tard, j'étais épanouie, sans tumeur, travaillant comme avocate des patients et sortant avec quelqu'un de gentil. La carrière de mon père était terminée. Il avait tout perdu. Diane avait divorcé. Amber avait cessé de lui parler. Puis était venu son email. « Tu as détruit ma vie et ma carrière. Tout ça parce que je n'ai pas pris ton mal de tête au sérieux. » Je l'avais fixé, puis tapé en retour. « Tu as ignoré une tumeur cérébrale? Tes patients et ta fille méritaient cieux. » Puis j'avais appuyé sur envoyer et n'avais jamais regardé en arrière. Parce que j'avais appris quelque chose d'important. La survie signifie parfois exposer ceux qui auraient dû te protéger. Le docteur Morrison avait eu raison de le signaler. L'ordre avait eu raison d'agir. Et ma vie, ma guérison, valait tout ce que j'avais perdu. Mon cerveau avait guéri. Et enfin, moi aussi. She's nice. Picks on me a bit. Yeah. And like, we like that picks on me, and or we don't like that picks on me. Thank you for the heart puff, Sean. Let's go. I appreciate Oh it. no! Oh fuck! I accidentally I was threw a upset at crash first, but pad, got it sent me over it. I like flying, it. Not was gonna lie. bad. Oh. Got one. Well, yes. Yes. Some men do like that. Some men also like it up the butt. I mean, it just depends on them. Was that too much? That was too much. Got Batman. She's adamant she pays a lot? Okay. I'm sorry. I'm sorry. Oh, he emoted on me. Interesting. Scorpion, I forget that you listen, like, while we're playing, so, like, it's a lot more embarrassing when I know you can actually hear me. So I gotta get to level 20 to unlock another page of the battle pass. That's so whack. Okay. So we gotta get these levels going, guys. Like, we're not playing the right thing that's gonna level me up at all. What level are you? To like 13. Oh wow, there's a lot of teams there. No, cause genuinely, what the fuck? I'm level like 13. Guys, I just started playing again. Like, it's fine. Womp womp. Oh shit. This is rage bait. You're rage baiting me. He's one You shot. have to be. Got him. Scorp gotta lock in now? No. I'm locked. I'm locked. Fuck. We don't need Scorp to carry, guys. We need me to carry. I carried last game. I actually did. I had the most kills. Out of whole team. I did. But see, now I'm hype. So now I'm like distracted. He was about to say fuck Scorp. No, I wasn't. We've been falling asleep on the phone per her request and Oh my hanging God, out about being 2 to shot in the 3 back. times per week. Oh, so you know her in real life. Okay, I like this. You know what? It really doesn't sound all that bad. I kind of like it. She sounds okay. And as long as you're happy, I'm happy. Yo, Celestial with the 3rd follow of the night. Let's go, baby. I appreciate you. I appreciate it. No. I'm bad at the game, though. But thank you so much for that 3rd follow. Oh my god, I got one. Holy. No, Scorp, lock in. No. Oh no, we're cooked. Oh, guys, you're at 5,000 likes on the live. W, thank you so much. W likes, I appreciate it. She really likes me, but try to hide a little. You know, I can tell. Okay. Hey, if you're confident, that's what matters.
That is what matters. She was nervous when we hung out. Oh, well, that's a natural, like, response. It's alright. It's alright. Yo! I got Speedy McGlock. Speedy McGlock over here. Holy! TTV. Okay, makes more sense. I'm a TTVer too. Very different kind. Really? John! With another 50 Oh, creep okay. edge! Christ. Let's go! John, thank you so much! How old are you, Kyle? So you're about the same age. I wouldn't rush moving in.